Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée sur le thème de la finance à impact et de la transition énergétique en France. C'est le premier d'une série dont les prochains seront ouverts à l'international. Tout d'abord, je remercie les organisateurs, à savoir le Club Finance et Marché, le Hub Finance et le Club Développement International d'avoir permis l'opportunité de ce débat. Merci à vous qui nous suivez en ligne. Vous êtes plus de 140 à vous être inscrits. Nous allons débattre pendant 90 minutes de la question du financement des projets d'énergie renouvelable, ceci dans un contexte nouveau de réglementation incitative pour une finance verte et une énergie propre et abordable, mais aussi d'inflation généralisée au niveau européen. Ce soir, nous accueillons des acteurs et des leaders inspirants et engagés qui nous raconteront leur vécu sur le terrain et les enseignements qu'ils en ont tirés. Avec eux, nous allons explorer les évolutions économiques, réglementaires et sociétaux qui transforment le marché des énergies renouvelables et son financement en France. Puis, nous verrons les impacts de ceci au niveau des projets photovoltaïques, en particulier leur financement. Je passe maintenant la parole à Arnaud, qui va présenter les participants à cette table ronde et le déroulé de l'événement. Arnaud est mon co-animateur pour cette soirée. Il est Senior Investment Manager à NTR PLC, un fonds de private equity irlandais qui réalise des acquisitions de projets ENR en Europe. Merci Memouna. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir des experts spécialisés sur l'ensemble de la chaîne de valeur des énergies renouvelables. J'en veux pour preuve donc un développeur, Voltalia, des avocats, Pinsent Masons, un représentant de la filière énergie renouvelable qui a un peu de retard et nous rejoindra dans quelques minutes, un EPCiste, construction maintenance Ponticelli, un porteur de projet, SCEA, et des financiers, donc Santander notamment, et une personne de CCI Financement qui nous rejoindra prochainement. J'en profite également pour présenter notre co-animatrice, donc Memouna, qui est donc Strategy and Sustainable Finance consultante, experte en financement de projets énergie et auteure d'une thèse Investissement à impact en 2021. Donc, je remercie tout de suite nos invités pour nous avoir rejoints. Pour ceux qui nous suivent en ligne, donc, les invités vont prendre la parole dans quelques minutes. Nous allons d'abord vous présenter l'actualité européenne des énergies renouvelables, l'actualité sur l'autoconsommation française, et ensuite nous allons donc enchaîner sur plusieurs questions et le débat avec nos invités. À savoir que ce soir, il n'y a pas de format questions-réponses. Vous aurez l'occasion d'interagir lors d'un autre événement en mai qui lui portera sur l'international, à la fois en présentiel et aussi en distanciel. Alors, avant de rentrer dans le cœur du débat, nous allons pouvoir en savoir plus sur nos invités qui vont se présenter chacun en 1 minute. Je vais commencer par Pinsent Masons avec Eran et Charles qui sont là. Pouvez-vous présenter votre groupe? Oui, absolument, merci. Je tiens à remercier tout d'abord Arnaud Ibanez d'NTR PLC qui nous a invités à cette conférence. Et donc, Pinsent Masons PLC est un... Les slides marchent. Pardon, Pinsent Masons donc, est un cabinet d'avocats d'affaires internationales. Nous sommes présents dans 27 juridictions. On a une approche sectorielle et on est spécialisé dans le secteur des énergies renouvelables. On intervient dans le domaine des financements de projets en France, en Afrique francophone. Et on intervient également pour tout ce qui est contrat de projet, urbanisme, environnement, droit public et contentieux public. Voilà, donc je suis ici avec Charles Besson qui travaille au sein de l'équipe pour la partie... tu veux peut-être dire quelques mots. Merci beaucoup Arnaud pour l'invitation. Donc, je travaille dans l'équipe d'Eren Schwika. Je suis collaborateur, donc j'exerce en droit public, urbanisme, environnement, puis les questions évidemment tarifaires et de sécurisation foncière au sein de l'équipe. Merci. Alors, je vais passer la parole maintenant à Cyril, qui représente... Ah non, il n'est pas encore là. Cyril n'est pas encore arrivé, donc on va passer directement à Laurent de Voltalia. Oui, merci. Merci pour l'invitation. D'abord, Laurent Pilot de Voltalia. Je travaille dans une équipe qui s'appelle Power Sales et qui est en charge de la commercialisation de l'énergie chez Voltalia. En quelques mots, puisque les slides sont affichés, Voltalia, c'est un acteur français de l'énergie renouvelable. On est un développeur, producteur,
On construit aussi, donc on a des services d'EPC et d'O&M, et puis on est en charge, maintenant c'est assez nouveau, de commercialiser l'énergie qu'on produit. C'est la responsabilité que j'ai chez Voltalia. On est dans une vingtaine de pays aujourd'hui, on a 2,4 gigawatts installés ou en construction, et majoritairement éolien solaire. Vous voyez ici un peu la répartition selon les zones géographiques. On est principalement en Amérique latine, grosse présence au Brésil. En Europe, on rééquilibre beaucoup avec un gros développement en Europe et en Afrique. Donc, c'est les 3 grandes zones géographiques où on est présent, avec beaucoup d'activités historiquement sur l'éolien au Brésil. Puis aujourd'hui, là aussi, on rééquilibre avec un rééquilibrage vers le solaire, un portefeuille qui est plus équilibré éolien solaire. Marginalement, on fait aussi un peu de biomasse et de la petite hydro. Pardon. Et puis, la 5e technologie, même si ce n'est pas une technologie de production en soi, qui est importante et sur laquelle on accélère très fort, c'est le stockage. On en a installé en Guyane, on en a installé au Royaume-Uni, on en exploite au Royaume-Uni, et puis on est en train de développer des projets en France. Dans d'autres pays européens. En quelques mots sur les PPA, je pense que c'était prévu comme ça. Exactement. Okay, comme ça, on enchaîne. Puisque c'est l'un des sujets qui va nous intéresser aujourd'hui. On a un track record assez important sur les PPA. On considère qu'on est l'un des leaders en France. On espère le devenir dans de plus en plus de zones géographiques. En France, on a signé les premiers corporate PPA en 2019 avec la SNCF, puis avec Crédit Mutuel, Boulanger, Decathlon, Auchan, etc., etc. On a mis en place des schémas assez innovants avec un partenaire qui est la banque LCL l'année dernière, avec un PPA multi-acheteur. On voit quelques noms ici comme Ménissaire, Air France, Paprec, qui faisaient partie de ce pool d'acheteurs. Et puis, on a développé ce modèle qui est mature dans plein de pays, hein, mais dans d'autres pays comme le Royaume-Uni avec City of London, ou récemment en Afrique du Sud avec une filiale de Rio Tinto. Donc voilà, en quelques mots, juste parce que je pense que ce n'est pas quelque chose qui est connu par tout le monde. Ce qu'on appelle un PPA, Power Purchase Agreement, c'est un contrat d'achat direct d'électricité entre un acheteur, quand on parle de corporate, c'est en général pour un acheteur qui est un consommateur final, et un producteur d'énergie renouvelable. C'est juste pour… On voit le terme de PPA qui apparaît à différents endroits. Je voulais juste donner la définition très rapide. Merci pour ces précisions. Merci pour ces précisions. Et merci pour la présentation de Voltalia et des corporate PPA. Alors, je vais passer la parole maintenant à Stéphane qui va présenter le groupe Ponticelli. Bonjour, donc merci Maïmouna et Arnaud pour l'invitation. Donc moi je suis Stéphane Lasserre, je suis directeur général délégué du groupe Ponticelli Frères. Alors Ponticelli Frères est tout petit dans le monde des ENR, hein, puisque notre chiffre d'affaires l'an dernier c'est un peu plus d'1 milliard, dont environ 10% dans les ENR. Donc on débute dans le monde des ENR. On a environ 6 000 dans le monde. Nos domaines d'activité, c'est essentiellement dans l'énergie. Ponticelli s'est construit dans l'oil and gas et continue à faire encore une grosse partie de son chiffre d'affaires dans l'oil and gas. Les sciences de la vie et aussi les domaines tels que le militaire. Nos expertises, c'est les études, la construction et la maintenance. Et donc, dans les énergies renouvelables, on a essentiellement 2 filiales aujourd'hui. La première, c'est Jensen. Jensen, qui est un EPCiste français, qui est basé à Montpellier, qui a des antennes au Salvador, en Argentine, essentiellement dans le photovoltaïque. D'ailleurs, on ne fait que du photovoltaïque essentiellement dans le groupe. On a construit environ 1,2 gigawatts construits ou en cours de construction. Donc là, actuellement, on est sur un gros projet essentiellement au Portugal, puisqu'en fait, pour nous, c'est quand même l'Europe du Sud qui va tirer un petit peu notre développement. Et à côté de ça, on a une autre filiale qui est Enersil, qui est pas très connue, qui est une société qui est basée à La Rochelle, qui est spécialiste, lui, d'ombrières de parking. Donc, on fait le E, le P et le C. Hein. Quand on travaille en lot, c'est pareil. Les ombrières sont fabriquées en Vendée, à côté de La Roche-sur-Yon. Et on a construit environ un peu plus d'1 million de mètres carrés construits et posés en moins de 6 ans. Et pour les Parisiens, si vous allez à Disney, vous serez abrité par des ombrières de Ponticelli, enfin, fabriquées par Enersil, la filiale de Ponticelli. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je passe la parole à Olivier. Vous représentez la société Bouchonneau. La parole est à vous. Merci. Merci pour l'invitation. Donc, Olivier Bouchonneau, d'abord agriculteur à Cholet, donc c'est 50 km au sud de Nantes. J'ai une exploitation agricole et je suis aussi également président de Serre France Énergie. Donc, Serre France, c'est un réseau de comptabilité et de gestion d'entreprise. Et on a tout un volet, on va dire, sur
l'analyse des coûts et auprès de nos adhérents sur toutes les problématiques énergétiques. Donc oui, je suis agriculteur, j'ai une exploitation porcine et depuis 2014, avec 3 autres exploitations agricoles, on a créé la première unité de méthanisation dans l'Ouest à injection du gaz dans le réseau. Et puis depuis 2017, octobre 2017, on a ouvert la première station biogaz pour véhicules légers, poids lourds et bus, donc que du bio-GNV. Et moi, à titre personnel, là, j'ai un projet. Alors, j'ai déjà 3 trackers qui me produisent 30% de ma consommation électrique, et avec un projet d'un parc de trackers pour pouvoir compléter mes besoins en électricité et aussi revendre par le biais, je pense, des PPA pour des entreprises locales, quoi. Voilà, en quelques mots. Merci Olivier. Maintenant, nous allons parler un peu de la perspective financement qui nous sera apportée par déjà Assia, qui représente la BU financement de la CCI, donc Chambre de commerce d'Île-de-France. Merci pour l'invitation Arnaud et Maïmouna. Donc, je me présente, Assia Chouaï Fakhreddine. Je suis là au nom de la grande maison qui est à la CCI Paris-Île-de-France. Notre service qui est la BU Financement, on est basé à la CCI Hauts-de-Seine. On est piloté par la CCI Hauts-de-Seine, qui est une des chambres départementales de la CCI Paris-Île-de-France. Nous, on est un acteur de proximité, un acteur majeur de l'écosystème du financement francilien, avec tous les grands acteurs qui ont les comptes dans la bourse, donc BPI, la région, etc. Et nous, notre préoccupation de tous les jours au sein de la BU Financement, c'est de sensibiliser et d'accompagner, d'être au plus près des entreprises qui sont nos ressortissants, qui sont aussi nos clients, pour les informer sur les dispositifs de financement. Donc, nous, on a un éventail assez large d'interventions et d'accompagnement dans ce financement d'innovation, financement de la croissance. Et bien sûr, de plus en plus, ces dernières années, on est sur tous les dispositifs de France 2030. Avant, c'était sur les dispositifs liés à la crise. Donc, et là, on a de plus en plus de demandes d'entreprises qui sont dans le domaine de la transition énergétique et écologique. Donc, nous, on est accompagnateurs, on est facilitateurs. On les aide à obtenir les financements pour leurs projets d'innovation, de croissance en France et à l'international. Donc, dans différentes, on aura l'occasion d'en parler un peu plus longuement, je pense, tout à l'heure. Merci encore pour l'invitation. Merci d'être là. Et enfin, Julien, qui représente la Banque Santander. Exactement. Donc, je suis associate au sein de l'équipe de financement structuré de Santander. Alors, Santander est une banque peu connue en France, puisqu'on n'a pas d'activité de banque de détail ici, mais une présence de banque d'investissement en France et partout en Europe. Donc, pour vous dire quelques mots sur Santander, Santander, c'est la deuxième banque de la zone euro en termes de capitalisation boursière. C'est une banque avec 1,8 trilliard d'actifs et un gros focus sur les énergies renouvelables. À Paris, nous sommes actifs avant tout avec des grosses entreprises de plus de 10 milliards de chiffre d'affaires. On fournit l'ensemble des services habituellement fournis par une banque d'investissement, c'est-à-dire du M&A, du conseil financier, des financements structurés, tout particulièrement des renouvelables, et de la banque transactionnelle à l'import comme à l'export. Très bien, merci. Attendez, je vais juste finir sur la partie, la dernière slide peut-être. Dernière, celle-ci. Alors, Santander est un acteur majeur du financement des énergies renouvelables. En 2022, nous étions le deuxième conseil financier pour les projets renouvelables et le deuxième prêteur avec plus de 5 milliards prêtés à des projets renouvelables. Parfait, donc je vais remonter les slides pour aller sur la partie qui nous intéresse concernant la régulation européenne. Donc, au niveau du cadrage et du partage sur les actualités réglementaires, je vais me concentrer sur 4 grandes régulations ou événements qui se sont passés récemment. Donc, le Green Deal, Fit for 55, REPowerEU et la taxonomie verte. Alors, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. L'idée, c'est vraiment de vous donner juste quelques éléments pour que vous puissiez vous rappeler quel est l'impact de chaque régulation et comment ça va impacter notamment le marché français. Donc, le Green Deal, c'est donc décembre 2019, juste après l'arrivée de Ursula von der Leyen.
l'ambition d'être le premier continent neutre pour le climat en 2050, avec une énorme enveloppe, vous le voyez sur le slide, donc 1 000 milliards d'euros d'investissement, non pas jusqu'en 2050, mais sur 10 ans. Donc, il y a un effet vraiment catalyseur de ces investissements sur une courte période de temps. Je ne vais pas parcourir tous les éléments, simplement, vous voyez qu'il y a un objectif fort de rehausser tout ce qui est baisse des émissions de carbone d'ici à 2030, notamment en déployant une politique énergétique extrêmement forte. Le Green Deal a fait un peu sourire en dehors de l'Europe, parce qu'en fait, l'Europe n'est responsable que de 9% des émissions de CO2 au niveau mondial. Mais l'Europe, en fait, s'est rendue compte qu'elle avait complètement raté toute la révolution technologique. Il n'y a pas de GAFA, il n'y a pas un Google européen, ni un Microsoft. Et donc, il y a eu cette volonté vraiment d'accélérer sur la lutte contre le changement climatique. D'où le fait que vraiment, l'Europe a été très ambitieuse et très volontariste sur ce sujet-là. Passons à Fit for 55. En fait, Fit for 55, c'est une accélération donc, de 55. Donc 55, ça fait référence à réduire les émissions d'au moins 55% d'ici à 2030. Et vous voyez dans le slide qu'en fait, la part des énergies renouvelables doit, en moyenne, passer de 20% en 2020 à 40% en 2030. Il y a une déclinaison par pays, puisque tous les pays ne sont pas au même niveau de la part d'énergie renouvelable, mais ça devient obligatoire et donc il y aura un suivi fort. Donc le Fit for 55, c'est vraiment un commitment très fort de l'Europe pour arriver à la neutralité carbone en 2050. Autre élément, Repower EU. Alors Repower EU, c'est un plan d'urgence qui a été en fait décidé malheureusement lors de l'invasion de l'Ukraine avec la Russie. Pourquoi l'Europe en fait a vu qu'elle était très très dépendante du gaz russe. Elle a vu des faiblesses majeures dans sa politique énergétique et donc elle a décidé de mettre en place des mesures très court terme pour arriver à passer l'hiver, donc cet hiver, notamment avec une accélération de déploiement des projets photovoltaïques et éoliens. Donc ça prend du temps, mais surtout maximiser donc les réserves au niveau des réservoirs de gaz pour les remplir à 80%. Cette semaine, les réservoirs de gaz en France sont remplis à 70%. C'est un niveau extrêmement élevé quand on regarde précédemment, à tel point que le gouvernement souhaiterait qu'à la sortie de l'hiver, les réservoirs soient à 40%. Pourquoi? Parce qu'en fait, la France a commandé beaucoup de cargaisons de GNL et donc derrière, ce GNL doit être livré dans les réservoirs et on risque de ne pas pouvoir avoir assez de capacité libre pour subvenir à tout ce gaz qui arrive. Donc c'est une bonne nouvelle malgré tout, côté approvisionnement en gaz. Et à moyen terme, vous voyez en fait que ce Repower EU vient accélérer également en Fit for 55, puisque la cible passe de 40% à 45%. Donc c'est quelque chose de très fort et on va accélérer comme ça les énergies renouvelables. Enfin, concernant la taxonomie verte, c'est un peu un dictionnaire pour dire quel investissement est vert ou pas. Il y a des critères d'émissions de CO2 par kilowattheure, par exemple, sur l'énergie. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais c'est vraiment une classification pour voir, selon 6 critères, comme je vous l'ai marqué sur le slide, quel actif peut être financé et considéré comme vert. C'est extrêmement important. Ça permettra notamment à des entreprises comme Suez de communiquer sur son impact et notamment donc récemment en 2020 Suez a été un des premiers acteurs à communiquer au niveau de la place parisienne en mentionnant que 74% de son chiffre d'affaires était admis dans la taxonomie verte. Donc la taxonomie verte, ça va permettre d'éviter tout ce qui est greenwashing et derrière l'Europe va mettre en place tout un système de reporting pour éviter bien évidemment des abus en termes d'investissement vert. Voilà, Ymouna, sur la partie européenne. Je te laisse la parole sur l'autoconsommation en France. Oui, merci, merci Arnaud. Donc effectivement, j'ai parlé un petit peu, mais très rapidement, de l'autoconsommation photovoltaïque en France.
Alors, ça consiste en fait à consommer sa propre production d'électricité solaire. Donc, c'est un moyen de faire des économies tout en contribuant à la transition énergétique. Et on voit que le rythme s'accélère, effectivement. En 2021, le rythme a été soutenu et multiplié par 3 par rapport aux 3 années précédentes. Et puis, multiplié par 2, la puissance photovoltaïque installée double tous les 18 mois depuis 2017. Et ça risque de continuer parce que, effectivement, la forte augmentation des prix de l'électricité alimente cette croissance. Et d'ailleurs, 88% des autoproducteurs ont choisi cette option pour réduire leur facture d'électricité. C'est soutenu aussi par des mesures gouvernementales telles que des soutiens à l'investissement. 10%, de 10 à 20% sont pris en charge par une prime et puis des obligations d'équiper à partir de juillet 2023 certains sites de dispositifs de production d'énergie solaire tels que des parkings et des toits. Ça bénéficie également d'une image positive auprès des consommateurs puisque 75% des Français considèrent que les énergies renouvelables sont incontournables pour améliorer l'efficacité énergétique de l'habitat et 69% se disent prêts à installer des panneaux photovoltaïques chez eux. Donc, on voit en résumé que les feux sont verts à moyen terme sur ce marché et qu'il y a 4 moteurs principaux, donc les prix de l'électricité élevés, une volonté d'indépendance énergétique, l'appétence des consommateurs et effectivement les objectifs de neutralité carbone. 2 freins toutefois viennent en négatif, c'est donc actuellement, effectivement, l'inflation sur le prix des panneaux, même si actuellement, ils sont en train de baisser, et puis un goulot d'étranglement sur les composants, notamment. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'autoconsommation photovoltaïque en France. Et donc, maintenant, on va passer à la partie débat. Peut-être juste comme Cyril Caraveau du syndicat des énergies renouvelables nous a rejoint, je propose juste, Cyril, que tu présentes le syndicat des énergies renouvelables. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Merci Arnaud, merci à HEC Alumni pour l'invitation. Désolé pour le petit retard, une période assez chargée. Oui, donc, bonsoir à toutes et à tous, merci pour l'invitation. Donc, en quelques mots, le syndicat des énergies renouvelables, c'est une organisation professionnelle. Peut-être certains d'entre vous connaissent le grand frère ou grand cousin, le MEDEF. Nous, on est sectoriel, c'est-à-dire que une organisation qui regroupe uniquement des entreprises, des centres de recherche et de développement qui œuvrent dans le secteur des énergies renouvelables, à la fois électricité et à la fois chaleur renouvelable. Et donc, on est l'interlocuteur en fait des pouvoirs publics pour l'instauration d'un écosystème le plus favorable possible aux énergies renouvelables, notamment tout ce qui concerne les objectifs, les discussions sur les différentes lois. On est en plein dedans, pour faire en sorte qu'on arrive à un mix énergétique le plus renouvelable possible en France, avec aussi une action à l'international. Merci Cyril. J'arrive du coup au slide de la partie 1, réglementation en France. Oui, alors on va donc passer à la séquence de débat et puis la première partie sera consacrée aux actualités réglementaires. Et la première question est pour Vincent Masons en qualité d'expert. Donc, on va parler effectivement de toutes les nouvelles réglementations qui aujourd'hui favorisent une énergie propre et renouvelable et abordable. Quelles sont les mesures, d'après vous, qui vont le plus favoriser l'accélération du déploiement des projets en France et quelles sont les limites de ces mesures? Tout d'abord, je dois dire que choisir de parler du photovoltaïque lorsqu'on parle des dernières mesures, qu'elles soient déjà promulguées ces dernières semaines ou derniers mois,
ou en cours de discussion ou en finalisation de discussion est, je pense, le bon choix. Il y a plus à dire que par exemple, sur l'éolien terrestre aujourd'hui, où il y aurait plus à redire du point de vue du projet de loi en cours de discussion. Donc, c'est déjà un point à saluer. Ensuite, lorsqu'on parle de cette question de quelles mesures sont les plus propices à l'accélération du développement du photovoltaïque en particulier, je pense qu'il n'y a pas forcément une réponse uniforme et j'ai un peu envie de vous dire que ça dépend du type de photovoltaïque sur lequel vous voulez vous concentrer en tant notamment que développeur. Aujourd'hui, par exemple, si on regarde le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, il y a des promesses intéressantes pour les développeurs d'ombrières de parking. Donc, du coup, si vous voulez vous tourner vers Enersteel, ça peut être une belle opportunité. On a évidemment l'apparition aussi d'un premier cadre législatif pour l'agrivoltaïsme qui peut aussi apporter son lot pour l'accélération. Dans le projet de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale il y a 2 ou 3 jours, après la commission mixte paritaire, on a eu une suppression de certains critères qui étaient un petit peu obscurs et qui pouvaient poser problème. Donc là, c'est des très bonnes choses. En revanche, si vous développez du projet au sol, outre cet agrivoltaïsme, il y a aussi des mesures qu'on peut voir comme du frein dans le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables. Par exemple, l'interdiction des projets qui nécessitent un défrichement à partir de 25 hectares, donc qui conduit un peu à se priver de certaines centrales à grosse capacité, donc motrices. Donc, rien que dans un seul texte, selon le type de développement que vous envisagez, vous êtes plus ou moins impacté en favorable ou en négatif. On voit aussi des décrets qui ont été publiés, par exemple le décret de fin d'année, le lendemain de Noël, le petit cadeau de Noël, qui rehausse le seuil de permis de construire. Désormais, les projets qui font moins de 10 MW déclaration préalable, alors qu'avant le seuil était à 250 kW. Donc, c'est une mesure très favorable plutôt du coup, pour des plus petits projets. Et puis, dans le même sens, on a aussi le règlement européen du 22 décembre qui a été publié en toute fin d'année, qui porte des mesures d'accélération d'instruction, qui fixe des cadres, des durées maximales, mais qui se concentrent notamment sur le solaire en toiture. Donc, en fait, on a une série de mesures et selon, voilà, comme je vous disais, le type de développement que vous cherchez à faire, certains textes vont plus ou moins vous intéresser ou vous êtes plus ou moins favorable. L'impression globale quand même qu'on peut avoir, c'est qu'on on encourage la multiplication de plus petits projets. En tout cas, c'est agrivoltaïsme mis à part, hein, bien sûr, mais c'est quand même l'impression que ça donne. On a eu pour les gros projets, donc c'est pour les centrales supérieures à 5 MW, des mesures d'accélération de contentieux, mais ce sont des mesures qui sont temporaires et donc qui ne poussent pas à un développement long terme, puisque par essence étant temporaire, elles vont prendre fin. Donc voilà ce que moi, le ressenti global que j'en ai, il est là, c'est aujourd'hui quelles mesures spécifiques, je vais envie de vous dire, tout dépend du type de développement que vous recherchez. D'accord, donc plus spécifiquement pour les petits projets, selon votre… Disons que dans le foisonnement de textes qu'on a vu sur le dernier semestre, on voit une accumulation qui porte beaucoup sur petits projets, toitures, ouvrir des parkings également, qui soient déjà en vigueur ou pas encore, mais oui, c'est plus cette agrégation-là qui paraît intéressante aujourd'hui. Merci. Merci Charles. On va passer juste le micro à Cyril à ma gauche pour la prochaine question. Donc Cyril, en référence par rapport à la loi sur l'accélération des énergies renouvelables, comment elle est perçue par le syndicat des énergies renouvelables? Est-ce que tu partages le point de vue qu'on a beaucoup pu lire récemment sur le fait que le compte n'y était pas et qu'il y a quand même des éléments bloquants sur certains aspects qui risquent de ralentir vraiment le déploiement des ENR en France? Ben, c'est un peu verre à moitié vide, verre à moitié plein. Nous, ce qu'on note, c'est d'abord que c'est une première loi dédiée exclusivement aux énergies renouvelables dans l'histoire de la France. Donc, c'est un pas en avant. En tout cas, c'est une ouverture vers un positionnement de ce type d'énergie qui n'était pas connu auparavant. Maintenant, comme l'a dit notre collègue de Pinson Mason, il y a du plus, il y a du moins, il y a des
des choses sur lesquelles on risque de se heurter pour accélérer. Il ne faut pas oublier que cette loi, la genèse de cette loi, c'est parce que la France, en 2020, a été le seul pays européen à ne pas atteindre les objectifs en matière d'énergie renouvelable. On a été un peu pointé du doigt. Nous, au syndicat, ça fait 30 ans qu'on milite pour une accélération, une visibilité sur les procédures, sur les projets. Si on prend les chiffres retour de nos adhérents, on met 8 à 10 ans à développer un parc éolien en France, c'est 2 fois plus que la moyenne européenne. Idem sur le solaire photovoltaïque, 10-12 ans pour un parc éolien offshore. Donc, c'est là-dessus que devait porter cette loi. Donc, il y a des points positifs sur l'aspect contentieux, sur une planification avec toujours des réserves, une planification aux mains des élus avec ces zones d'accélération, ces zones d'exclusion et peut-être des effets peu néfastes sur des filières qui sont peu populaires actuellement comme l'éolien terrestre. Donc, point de vigilance. Le bon point, c'est qu'on remet les élus au centre du débat. On leur donne à nouveau décision. Ce sont des énergies renouvelables, par définition des énergies décentralisées. Après, sur des filières comme l'éolien en mer, on a des grandes avancées avec des planifications qui permettront, on pense, d'atteindre des objectifs par façade, des dates butoirs à 2024 pour la planification de où on va mettre ces parcs éoliens, alors qu'avant, on était plus sur du local, voire de l'ultra-local. Donc ça, c'est bien. Après, il faudra voir les textes d'application. Le diable est dans les détails, parce que typiquement sur la partie obligation de solariser les parkings, on a commencé à avoir toute une série d'exclusions apparaître et en plus des précisions qui vont être données dans les textes d'application. Donc, voilà, on risque au final d'avoir l'éléphant qui accouche d'une souris. Donc, bon point parce qu'on a une loi dédiée. Après, elle s'inscrit dans tout un process qui va durer l'année 2023, voire début 2024, avec une nouvelle loi de climat-énergie qui va fixer des objectifs post-2030, avec aussi, lié à ça, une loi sur l'industrie verte qui a été annoncée par Bruno Le Maire pour essayer de trouver le contrepoids à l'Inflation Reduction Act et s'inscrire dans cette politique européenne d'industrie verte. Donc, on va voir. C'est un pas dans certaines filières. Il y a du recul dans d'autres. Il faudra être vigilant sur l'application et sur la suite à donner, notamment la PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie. Pardon. Tu veux réagir? Oui, je voulais réagir rapidement. Tu as le micro juste là. Je ne sais pas si j'avais un micro-cravate. Je voudrais réagir rapidement. Alors, si j'adhère totalement à ce qu'ont dit Charles et Cyril, c'est-à-dire qu'il y a des points très positifs, en particulier sur les petits projets, et puis des points peut-être moins positifs sur les plus grands projets. J'ai quand même une réaction sur cette loi qui est de dire j'ai un doute sur le fait qu'on ait pris conscience des enjeux. C'est-à-dire qu'on fait face en tant que société à des enjeux majeurs qui nous obligent à nous transformer dans un délai très court. Et on parle d'une loi où on doute, c'est ce que vous faites, hein, je partage votre avis, mais on doute de l'impact que va avoir cette loi. Les États-Unis, je crois, ont annoncé aujourd'hui la volonté de doubler la capacité solaire installée aux États-Unis en 2 ans, d'ici fin 2024. Et là, on est sur une loi où on se dit peut-être que ça va être positif, peut-être que ça va être négatif. Globalement, ça devrait être un peu positif. Mais on doit multiplier par X les capacités installées. Et là, on est sur une petite accélération. Franchement, je pense qu'on ne répond pas aux enjeux. Et voilà, moi, je suis très déçu par la loi. Alors, c'est plus à titre personnel. Je ne m'exprime pas ici totalement au nom de Voltalia. Mais à titre personnel, je pense que cette loi ne répond pas aux enjeux auxquels nous faisons face en tant que société. Merci Laurent, du coup tu peux garder le micro-cravate. Et la dernière question, du coup, partie 1, réglementation, s'adresse à toi. On abandonne quelques instants la loi d'accélération des énergies renouvelables, on part sur les corporate PPA. Tu nous as dit ce qu'était un corporate PPA rapidement. Il y a donc un fonds de garantie qui est en cours. Est-ce que tu peux nous dire comment ce fonds de garantie va permettre d'accélérer quand même, puisque en France, le marché n'était pas aussi ouvert comme on peut le voir en Espagne récemment? Alors,
c'est un fonds de garantie dont s'occupe la BPI, donc je ne suis pas représentant de la BPI ici, mais je vais peut-être donner un petit peu les fondamentaux éléments et de pourquoi contexte. c'est un sujet qui a été pris en charge par la filière. Je pense que Cyril a suivi aussi très bien le sujet. Les PPA, c'est un accord très long terme entre un producteur et un acheteur. Donc évidemment ici, quand on parle de contrat de 10, 15, 20 ans, voire 25 ans dans certains cas, il y a un enjeu de risque de sécurisation des revenus. Donc ça s'adresse majoritairement à des acheteurs. Si les contrats, je le citais tout à l'heure avec SNCF, évidemment, SNCF est un acteur qui est très sécurisant en termes de revenus à venir. Et bien qu'a priori, il ne va pas délocaliser, donc le risque de défaut est très faible. Très bien. Si on se base sur ce constat-là, le nombre d'acteurs auxquels on va proposer des PPA, contrats à long terme, est donc très limité. Donc il y avait une volonté d'ouvrir et de permettre de proposer ce type de solutions qui permettent d'avoir accès à de l'énergie verte à un prix sécurisé sur du long terme, à un maximum d'acteurs. Pour ça, il faut trouver des solutions de garantie. Ça peut passer par des garanties bancaires. Solutions. Voilà. Et puis, il peut y avoir des solutions d'État. Il y a des solutions de fonds de garantie d'État PPA qui ont été mises en place en Norvège, en Espagne, et donc qui vont être mis en place en France. En quoi ça va changer les choses? C'est que là, on a un outil qui aujourd'hui est en train d'être mis en place par la BPI, qui devrait être lancé, en tout cas mis à disposition des acteurs à partir de la moitié d'année 2023, auquel pourront souscrire les clients qui auront signé des corporate PPA qui vont sécuriser, donc cet outil va sécuriser les revenus du producteur. Alors, avec un schéma qui reste en construction, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le point principal et pourquoi est-ce que ce fonds de garantie d'État sur les PPA est important pour nous, c'est que c'est un nouvel outil qui va permettre de sécuriser les cash flows sur le long terme et donc qui devrait nous permettre de proposer cette offre de corporate PPA à plus d'acteurs. Alors, je nuance un petit peu, il y a des contraintes, c'est malheureusement pas ouvert à tous, c'est un peu dommage dans certains cas, puis ça peut s'expliquer dans d'autres cas. C'est destiné à l'industrie, il y a un volume minimum à respecter, il y a un certain nombre de contraintes comme ça. Nous, on aurait aimé que ça soit encore plus ouvert, mais aujourd'hui, c'est quand même très bien de pouvoir mettre en place ce type d'outils et ça va favoriser, a priori, ces contrats de gré à gré entre producteurs et consommateurs. Et on parle, je crois, d'un montant de 70 millions d'euros, non? C'est ça au départ? Alors, le fonds va être abondé par l'État. Ensuite, c'est un fonds qui doit être autoporteur. Le montant exact, Cyril, tu le connais peut-être, moi je ne l'ai pas en tête. On a vu, ils ont communiqué une fois 60 millions d'euros en première instance. Après, comme a dit Laurent, ça s'auto-gérer, s'auto-alimenter avec les contributeurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un acheteur et un producteur, alors là c'est un acheteur a priori qui va souscrire, souscrit à ce fonds de garantie, il va payer un fee comme une commission, comme on pourrait le payer pour une garantie bancaire. Donc, il y a vocation à ce que ce fonds soit autoporteur. Okay. A priori, je reprends encore une fois, je ne m'exprime pas en tant que représentant de la BPI, je ne le suis pas, mais sur les éléments dont je dispose. Mais en tout cas, on considère que c'est vraiment un outil important dans la construction de cette offre de corporate PPA. Je réponds juste à un participant. Non, en fait, on va rester maintenant sur des diapositives fixes. Donc, vous devez juste voir en fait un diapo à l'écran sur chaque partie. Donc, les slides en fait sont terminés. On reste juste figé sur un slide par partie. Passons maintenant à la partie 2, donc la partie projet. On vous propose en fait un regard croisé donc entre différents acteurs. Donc, on aura donc le CER, Bouchonneau, Ponticelli et Voltalia. Donc, on commence à nouveau par toi, Laurent. Peux-tu donc nous donner les évolutions récentes dans la structure des corporate PPA, plutôt une vision ces 5 dernières années à date, et puis après, Maimouna parlera du futur. Alors, vraiment sur la structure des corporate PPA, au départ, on est sur des, comme je le disais, des contrats à long terme entre producteurs et acheteurs. On s'est orienté au départ sur des très grands consommateurs. Je reprends l'exemple de SNCF et sur des schémas qui sont les schémas qui, en général, sont les plus simples à mettre en œuvre, c'est-à-dire des schémas, ce qu'on appelle as produced. On installe un actif de production dans une société qu'on appelle une SPV et la totalité de l'énergie qui est produite est destinée à l'acheteur. Au fur et à mesure du temps, ces outils se sont structurés. On est sur des outils aujourd'hui ou des offres plutôt un peu plus packagés, sur lesquels on va proposer un peu plus de services.
avec des schémas d'équilibrage, et puis avec des structures de prix qui peuvent évoluer, des durées aussi qui évoluent. L'un des éléments importants, on reviendra dessus un peu plus tard, mais c'est aussi, on est resté pendant très longtemps dans un contexte inflationniste, une inflation très basse, ou avec très peu d'inflation. Aujourd'hui, on est dans un contexte très différent. Donc, c'est un des impacts. Je crois qu'on parlera aussi de financement et de l'impact des taux de financement un peu plus tard. Mais aujourd'hui, dans un contexte inflationniste, évidemment, nous, on a dû prendre en compte ces éléments et les intégrer dans les structures de PPI. Globalement, on est quand même sur des outils qui sont émergents en Europe de l'Ouest et un peu partout dans le monde. Il y a quelques marchés très matures dans le monde, États-Unis, Royaume-Uni, pays nordiques, Espagne, Australie. Mais si on regarde la courbe de croissance de ce type de contrat, on est sur une courbe qui est exponentielle. On accélère très, très vite. Et les pays qui sont très matures, comme les États-Unis, continuent à avoir une courbe de croissance très, très rapide. La parole est à toi, Maïmouna. Très bien. Alors maintenant, on va faire des regards croisés entre plusieurs acteurs du terrain. Donc, la SER, Bouchonneau et Ponticelli, on va parler un peu de prospective, de comment vous voyez en fait l'évolution donc compte tenu de la volonté affichée d'accélération. Quelle est votre vision de l'évolution du marché dans les 2 prochaines années? Donc, le débat est ouvert. Qui veut prendre la parole? J'ai peut-être commencé juste pour faire un petit peu un screening de ce qui se passe. J'ai parlé au nom de Jensen et d'Enersti. J'ai utilisé les deux filiales du groupe Ponticelli qui sont dans les ENR. Si on prend le côté Jensen, ce qu'on y voit aujourd'hui, du moins en France, c'est que les projets, ils ont, comme disait Charles tout à l'heure, ils ont tendance à se rétrécir. On a vraiment que des projets, des tout petits projets, juste pour donner une image. C'est plus du 3-4 mégas, là où quand on fait Espagne-Portugal, on est rapidement à du 50 mégas, voire actuellement, on construit quasiment une centrale de 500 mégas. Donc, c'est quand même très gros et c'est des centrales qui seront quasiment jamais construites, je pense, en France, suite à des problèmes de foncier. C'est aujourd'hui des projets qui sont essentiellement en lots séparés, là où nous, on est une société spécialisée en EPC. Donc, c'est aussi un business model qu'il faut qu'on regarde et qu'on étudie un petit peu différemment. On a un peu moins de projets de toiture. Je pense que toutes les toitures qui ont plus d'amiante sont maintenant recouvertes de panneaux solaires. Et il y a quand même un vrai business là-dessus. Si on arrive à retraiter l'amiante, parce qu'il y a quand même des surfaces qui sont disponibles et c'est vrai qu'elles ne sont pas utilisées comme ça, donc c'est un petit peu dommage. L'agri, on en parlait, ça explose, mais en pourcentage, mais en capacité installée, c'est relativement assez faible encore. Mais le pourcentage est assez important. Le sol, ça stagne assez. Globalement, on va dire que Jensen, aujourd'hui, il a une visibilité assez faible, on va dire, du moins en France, alors qu'il y a plusieurs gigas qui sont coincés, je crois, 6, 10 gigas d'installation qui sont coincés. Donc, on attend que ça se décoince. File d'attente. il y a une grosse file d'attente, mais c'est-à-dire qu'il y a des projets qui ont été développés, qui ont des problèmes de financement ou d'autorisation pour les construire. Et nous, on attend réellement après ça, parce qu'il n'y a pas de raison que dans d'autres pays, ça se fasse vite et qu'en France, ça soit complètement bloqué, quoi. Donc, je pense que notre positionnement, il est le bon, parce que le jour où il faudra construire ces 6 gigas, on sera là. Et les lots séparés, ça fonctionnera un petit peu moins bien. Juste partie ombrière, donc là, on repasse dans le lot séparé, pas obligatoirement. Ce qu'on voit, c'est que, on va dire, tous les parkings un petit peu luxueux ont été couverts aujourd'hui. On va plutôt passer sur des ombrières plus sur du volume. Donc, l'histoire des petits parkings de 80 places et autres. Même si on regarde avec les pépiniéristes, parce qu'il y a quand même aussi un marché, soit on met des ombrières, soit on met des arbres, et peut-être qu'il faut qu'on achète aussi une pépinière à côté. Ce sera vert, mais bon, c'est un problème, parce que tout le monde dit on va couvrir des parkings, mais les gens ont aussi la possibilité d'installer des arbres à la place, quoi. Donc, c'est un vrai problème là-dessus. Donc, nous, on est en train de regarder aussi le marché des ombrières, on va dire milieu de gamme, arrêter de regarder que l'haut de gamme. Donc, on regarde pour faire de gros investissements, parce que c'est quasiment une dizaine de millions d'euros, une nouvelle usine 100% robotisée pour partir là-dessus. Donc, on est prêt. Il nous manque juste un petit peu de visibilité. Puis, une fois qu'on a la visibilité, on enclenche tout, quoi. Très bien, merci. Olivier, vous voulez prendre la parole Oui. sur la partie un peu de ce que vous faites sur…
Tout à fait. Alors, je partage ce qui a été dit autour de cette table, les difficultés. Moi, je me remémore il y a 10-12 ans quand on a lancé notre projet Meta, et aujourd'hui, je le retrouve avec mon projet photovoltaïque. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de freins à lever. C'est par rapport à les textes de loi, on voit bien qu'il va y avoir d'autres freins qui vont arriver. Le consommateur veut de l'énergie renouvelable, mais dès que c'est chez lui ou proche de chez lui, ça y est, tout est bloqué. On voit tout de suite des pétitions arriver. Je le vois notamment en méthanisation. Aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui sont là à l'arrêt, tout simplement parce qu'il y a un collectif qui s'est mis en place. Et donc, aujourd'hui, certains porteurs de projets préfèrent arrêter que de se retrouver mis sur la place publique avec un projet qui pourtant aurait beaucoup de sens pour le territoire. Donc ça, c'est un fait. Maintenant, pour le photovoltaïque, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais donc dans ma mairie pour évoquer mon projet. J'avais donc les élus, j'avais la communauté d'agglo, j'avais le syndicat de mon département. Là aussi, c'est un jeu de pistes. Je démarre un jeu de pistes pour savoir dans quel sens je vais prendre le sujet. Parce que quand j'entends parler à l'étranger, aux États-Unis, en Espagne ou autre, nous, en France, je pense qu'on a un souci avec le principe de précaution. Et tout le monde cherche à se couvrir. Et là aussi, l'émergence de projets qui auraient un vrai sens, je le dis pour tous les territoires, peuvent rester à l'état de projet et dans les cartons. Oui, sur le potentiel, comme on est en retard, il y a encore un boulevard parce qu'il y a des objectifs quand même qui ont été fixés par la loi. Là, je relisais mes notes. En septembre 2022, dans le solaire photovoltaïque, on était pas loin des 16 gigawatts de capacité installée. L'objectif PPE 2023, qui est un objectif intermédiaire, c'est 20 gigawatts. Donc, si on s'en tient, c'est-à-dire qu'en un an, il va falloir qu'on fasse 4 gigawatts de PV, un peu plus. Sur l'éolien, on est dans les mêmes eaux. Donc, les potentiels affichés sont énormes, ce qui fait dire notamment, il y a EY qui publie un observatoire tous les 6 mois, que la France se situe dans le top 5, des fois 3, des fois 6, des pays où il fait bon investir dans le secteur des énergies renouvelables, du fait d'une stabilité réglementaire perçue et des volumes. Maintenant, dans les faits, effectivement, il y a un petit décalage, notamment sur ces oppositions grandissantes, notamment sur des élus aussi, des territoires qui sont soumis à certaines peut-être revendications de leurs concitoyens et qui se retrouvent peu à déposséder de ces projets. Donc, il y a clairement un potentiel important affiché. Maintenant, on espère que cette loi d'accélération, si imparfaite soit-elle, pourra permettre d'avancer. On a ces zones d'accélération qui permettront d'aller un peu plus vite dans le traitement des dossiers, de faire en sorte que les territoires reprennent la main, parce que nous, on a beaucoup de retours des régions, de certaines collectivités qui se sentent un peu soit avec le bras tordu, soit dépossédées de cette volonté de vouloir développer des projets. Ça pourra permettre peut-être d'améliorer l'acceptabilité de certains projets en concertation avec ces territoires. S'il y a cette association collective, il y a des projets qui se passent très bien, d'autres qui mettent un peu plus de temps. Donc, c'est un effort collectif. La hausse des prix de l'électricité joue aussi dans cette volonté d'accélérer. L'année dernière, alors c'est encore des petites installations, mais je crois qu'on n'a jamais autant installé les installations pour le particulier depuis que le solaire existe. Donc, il y a aussi peut-être cette prise de conscience. Alors, le syndrome NIMBY, ou même pas dans le jardin de la résidence secondaire, il existe, mais derrière, il y a un principe de réalité où, clairement, si on met le doigt là-dessus, on a évité les blackouts cette année parce que hiver plutôt doux, parce que
différentes conjonctures qui ont permis de passer la pointe. Qu'en sera-t-il l'année prochaine? Je ne sais pas, on espère que le parc nucléaire, mais en tout cas, sera de nouveau opérationnel à 100%. Mais en tout cas, il y a clairement, d'ici à 2035, qui est la date visée pour le renouvellement de ce parc nucléaire, il y aura besoin de sources d'énergie, il y aura besoin de chaleur, il y aura besoin, on ne pourra pas compter que sur du gaz. On voit l'impact sur les factures d'énergie des Français et des entreprises. Donc, les énergies renouvelables cochent énormément de cases sur la compétitivité, sur la proximité des lieux de consommation et de production. Bon, maintenant, il y a peut-être un effort de pédagogie à mener au niveau des élus, au niveau des populations, pour faire en sorte qu'on puisse développer ces énergies renouvelables au rythme escompté et surtout atteindre les objectifs qui sont fixés par la loi. Donc, la problématique de l'éolien, la super concentration ou la concentration des parcs dans certaines régions qui a suscité peut-être une opposition de certains élus et de population, elle est aussi à travailler sur cette loi. Laurent l'a dit, effectivement, on n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux, mais on a surtout senti au niveau des débats parlementaires une crispation sur une loi qui était censée être très positive, qui allait vers le bien des Français, vers une autonomie énergétique, vers une baisse des coûts. Et pourtant, alors il y a un jeu politique, il y a un carambolage de textes entre les retraites, la loi, sécurité, immigration, etc., qui fait qu'il y a des jeux politiques à 3-4 bandes. Il n'en reste pas moins que cette loi qui était censée accélérer fortement le renouvelable a été l'objet de beaucoup de crispations politiques. Et les élus, les députés, les sénateurs sont aussi le miroir de leurs concitoyens. Donc là, il y a peut-être nous, quand je dis nous, professionnels, à se poser, à réfléchir et à voir comment répondre de façon objective, le plus objective possible, à ces crispations. Nous, au syndicat, typiquement, le sujet de la biodiversité a été un élément de crispation. En gros, les énergies renouvelables vont détruire la biodiversité et donc il ne faut pas faire n'importe quoi. La raison d'intérêt public majeur, ça a été beaucoup discuté au Sénat et à l'Assemblée. Bon, on va lancer des études sur l'impact des projets solaires. Il y a déjà un bout d'étude qui a été mené avec notre collègue Enerplan. On va poursuivre là l'impact du solaire sur la biodiversité, l'impact de l'éolien en mer sur la biodiversité, avoir des éléments tangibles à mettre en face des opposants qui s'appuient sur peut-être des idées préconçues sur le volet renouvelable. Avant de développer, il y a quand même des études environnementales qui sont faites. Donc, en fait, l'impact sur la biodiversité est quand même déjà étudié en amont, quoi. Oui, mais très vite, une association va se porter contre et va trouver un batracien qui a été oublié d'être sollicité, enfin, nommé ou autre. Oui, voilà. Donc, on trouve toujours une solution pour ralentir un projet. Ouais, bien sûr. Alors, brièvement, je sais que je ne suis pas censé intervenir dans cette partie-là, mais il y a plein de choses intéressantes sur lesquelles je voulais rebondir et qui peuvent finalement tout être liées. Le fameux jeu de piste a été évoqué et une des grandes problématiques de ce jeu de piste, c'est que très souvent, il se retrouve, la ligne d'arrivée, c'est le contentieux. Donc, et dans le contentieux, on se retrouve avec des confrères et des consoeurs qui sont très souvent les mêmes sur des projets avec opposés au projet. Et effectivement, il y a beau avoir des études qui sont faites sur des cycles biologiques complets, qui sont bien faites, qui étudient vraiment les habitats, les présences ou non de certaines espèces. Il demeure que des moyens sont soulevés là-dessus et qu'on a des mois et des jeux d'écriture de débat sur ces points-là et que quand bien même à la fin on peut avoir un jugement ou un arrêt d'appel favorable, bien, il y aura quand même eu une discussion qui aura duré plusieurs mois, voire plusieurs années, qui aura pu soulever des sujets et qui crée des crispations. C'est-à-dire que même s'il y a juste une instruction, même si à la fin le jugement est favorable, souvent aussi la presse locale relaie qu'il y a eu une affaire et le seul fait qu'il y ait eu une affaire peut soulever déjà des crispations et donc tendre un petit peu du point de vue local. Donc ça c'est des points qui peuvent aussi soulever problème. Merci pour ce débat. Alors, Laurent voulait réagir peut-être. Je vais réagir rapidement, mais
prendre en compte les crispations dans la population, c'est primordial. C'est évidemment important. On ne veut pas faire des projets si ça va pas, en tout cas, c'est pas accepté, il n'y a pas un niveau d'acceptabilité suffisant par les populations. Donc, c'est évidemment primordial. Sur la loi, si je reviens un peu sur ce que tu disais, Cyril, je pense que le jeu politique a pris le pas sur l'enjeu de cette loi qui était un enjeu sociétal qui était au-delà de ça. Évidemment, ce jeu politique, il ne vient pas de n'importe où, il vient de remontée de terrain et de cette crispation que tu évoquais. Malgré tout, comment sortir de ça et éviter un jeu politique qui vient écraser l'impact que l'on souhaiterait avoir sur ce type de loi? Je n'ai pas la réponse, mais là, j'ai eu l'impression qu'il y avait eu trop de jeux politiques pour vraiment répondre à l'enjeu. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même quelques freins qui ralentissent l'accélération qui est affichée et la volonté qui est affichée d'accélérer. Maintenant, est-ce que quand même, malgré tout ça, vous voyez des zones d'opportunité qui sont à explorer dans les prochaines années, les 2 prochaines années? Moi, personnellement, je vous rejoins, c'est le prix de l'électricité. On avait une électricité qui était un prix défiant toute concurrence et on n'avait pas connu de volatilité. Aujourd'hui, je vois bien que les entreprises sont, moi personnellement, autour de chez moi, dans les zones industrielles, il y a entre guillemets un vent de panique. Et là, c'est ça aussi qui va permettre d'accélérer peut-être la prise de conscience et qu'il va falloir vraiment donner à tous ces projets-là une opportunité et oser les faire pour pouvoir répondre à cette problématique locale et énergétique. Parce que moi, autour de chez moi, les industriels sont très inquiets et ils cherchent tous une solution pour pouvoir limiter l'impact économique de la hausse de l'énergie. Non, nous, ce qu'on imagine, c'est que les développeurs vont signer de plus en plus de PPI privés ou autres qui devraient intéresser les sociétés. Ou, je ne sais pas s'ils peuvent faire avec des communes, parce que c'est un vrai sujet pour faciliter l'acceptation. Hein. Moi, j'ai essayé avec ma commune et je réfléchis en me disant, l'élu, OK, il va signer avec moi, par exemple, ce contrat-là, mais prochaines élections municipales, il n'est peut-être pas sûr d'être là. Et l'équipe municipale suivante va peut-être dire, mais écoutez, pourquoi vous avez signé avec lui, on pourrait avoir des coûts moins chers. C'est un sujet pour que les gens acceptent plus facilement ça. Quoi. Juste pour répondre, rien n'empêche une commune de signer un contrat de ce type-là, a priori. Ouais. Ceci dit, ça dépend pour quoi faire, pour approvisionner quoi. Puisque là, on parle bien d'un contrat entre un producteur et un consommateur. Donc, si c'est pour les installations publiques, pas de problème. Ceci dit, une commune, en général, est soumise à un code des marchés publics. Et un contrat tel qu'un PPA, qui est un contrat long, qui est plutôt gré, peut être assez complexe à mettre en place dans un code des marchés publics qui est extrêmement contraignant. Donc, ce n'est pas impossible a priori, mais dans un contexte qui est complexe. Aujourd'hui, c'est quand même majoritairement les communes qui ont les sites dégradés, qui ont les gros parkings et ainsi de suite. Donc voilà, donc nous, globalement, on se dit à un moment donné… Il y a une vraie logique et je pense que la loi, d'ailleurs, dans la loi, il y avait quelques éléments, peut-être que Charles peut en dire un mot, pour favoriser, en tout cas, on anticipe le fait de proposer ce type de schéma à des collectivités. Effectivement, la problématique qui se pose dans les contrats de commande publique, c'est qu'il faut avoir des délais de contrat, il faut une date de fin de la prestation qui est avec un prix défini, donc qui peut parfois poser des problèmes par rapport à un corporate PPA, non pas sur le prix, mais sur la durée. Justement, je pense que initialement, du point de vue de la commande publique, il pourrait y avoir des sujets. Le projet de loi accélération des énergies renouvelables comprend des dispositions alors que je n'ai pas parfaitement en tête, hein, mais il me semble qu'il y a des aspects pour permettre justement de contractualiser pour les collectivités territoriales. Peut-être que Cyril les a plus à l'esprit que moi, mais il me semble effectivement qu'il y a des dispositifs qui sont prévus dedans. Ouais. Pas plus, surtout que nous, on est en phase d'analyse un peu plus complète de ce texte qui doit encore passer au Sénat. Non, ce que je voulais dire sur l'optimisme, peut-être sur les prochaines années, effectivement, il faut revenir un peu aux bases, aux qualités intrinsèques de ces énergies renouvelables. Donc, on a parlé du prix, de l'aspect compétitif.
On a parlé aussi d'une certaine indépendance par rapport à d'autres pays, d'autres puissances, et donc la visibilité sur les coûts de production sans avoir d'accident. On a aussi l'aspect décarboné renouvelable sur lequel on peut insister, et tout un mécanisme de valorisation qui est en train d'être discuté pour l'instant. Ce qu'on appelle les garanties d'origine sont peut-être sous-évaluées, mais si jamais demain, peut-être que ça contribuera à valoriser ces énergies renouvelables en dehors des mécanismes de soutien qui existent actuellement, qui sont des mécanismes étatiques. Donc, clairement, il y a tous les atouts pour pouvoir, derrière, en avoir des mégas et des mégas. Maintenant, dans le contexte énergétique mondial, les renouvelables sont assez récentes. Donc, effectivement, il y a une courbe d'apprentissage. On a coché la partie c'est trop cher. Ça, on l'a éliminé. C'était souvent une opposition, en tout cas une attaque qui était faite aux énergies renouvelables. Après, il y a tout un volet industriel sur lequel on pourrait débattre des années sur l'origine des matériaux. L'éco-conception, l'aspect recyclable et l'exemplarité, pour rebondir ce qu'a dit Laurent, on demande aux énergies renouvelables d'être exemplaires, le plus exemplaire possible, en tout cas c'est notre ressenti, c'est laver plus blanc que blanc, disait Coluche, même par rapport à d'autres sources d'énergie historiques. Et donc, on oppose souvent la non-recyclabilité, ou en tout cas l'éco-conception ou l'analyse de cycle de vie aux renouvelables. Et il faut savoir que sur l'éolien, on recycle la totalité d'une éolienne, y compris les pales. Ça a été annoncé récemment, qui était en composite. Elles sont recyclées, donc on peut recycler. Souvent, le coût du recyclage est couvert par la valorisation des matériaux. Sur le solaire, Cocorico, on n'est pas trop en retard, même en avance, sur des unités de recyclage. 95-97% des panneaux solaires, avec tout l'aspect métaux qui est lié. Donc, au fur et à mesure, on arrive un par un à éliminer ces oppositions et de faire en sorte que ces renouvelables, alors, mainstream dans certains pays. En France, il y a une singularité européenne, voire mondiale, du fait de l'histoire de notre mix énergétique, mais on a tous les atouts, en tout cas, pour pouvoir développer ce mix énergétique. L'ADEME, RTE, le gestionnaire de réseaux de transport qui font office un peu d'experts, ont des scénarios où on peut arriver à avoir des mix énergétiques 100% renouvelables, avec de l'hydrogène, avec du stockage, avec un portefeuille d'énergie renouvelable complémentaire, de stock et de flux. Donc, voilà, vous l'avez noté dans les premiers slides, l'opinion publique est plutôt favorable. Après, quand on rentre dans le détail sur les technologies, il y a des grosses variations, mais plutôt favorable. On a une nouvelle génération qui y croit. Nous, on relever le défi, faire en sorte qu'on réponde encore aux quelques oppositions qui se dressent sur certaines filières. Donc, c'est vrai que ça peut paraître frustrant parce que dans d'autres pays, ça va plus vite. On fait des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus rapidement, il y a peut-être une autre approche, mais en France, on a vraiment tous les atouts pour arriver à ce mix avec 50%, voire plus, d'énergie renouvelable. Merci, Arnaud. Je reprends la main. Merci, Mouna. On va passer donc à la dernière partie de ce débat. Non, c'est bon. Sur le financement, alors en fait, je vous ai fait un export des taux 10 ans français. Donc à gauche, vous voyez en fait un export très long terme, plus de 30 ans. Vous voyez finalement que les taux actuels sur la dette française ne sont pas si élevés que ça, quand on regarde les années 90, donc c'est vraiment très très loin. À droite, j'ai fait un zoom sur une période beaucoup plus courte et vous voyez en fait le momentum extrêmement violent de la récente hausse des taux qui a eu lieu principalement en 2022.
Actuellement, ça se calme largement, baisse de l'inflation. Les marchés ont sacrément remonté depuis les plus bas de novembre dernier, donc il y a quand même un vent d'optimisme. Peut-être avons-nous atteint un pic malgré les prochaines hausses de taux, c'est compliqué de répondre. Mais in fine, ce momentum très fort de hausse des taux a un impact sur le financement des projets ENR. Vous savez que la dette joue un rôle important. Les projets sont, on va dire, leveragés, endettés entre 50 et 90-95% pour les plus robustes. Première question donc pour Laurent Pillot de Voltalia. Comment donc la récente hausse des taux d'intérêt, comme vous le voyez principalement sur 2022, est prise en compte dans les corporate PPA, alors que les projets vont mettre plusieurs années à avoir leur COD, leur mise en service? Donc effectivement, fait du financement de projet globalement sur nos actifs. Donc la volatilité des taux a un impact sur nos business plans. Comment est-ce que c'est pris en compte dans des contrats de gré à gré comme les corporate PPA qui sont négociés entre deux acteurs privés? Il y a plusieurs façons de le prendre en compte, peut-être pas être exhaustif, mais les deux principales façons dont on peut le prendre en compte et se protéger sur ces taux. Comme pour un investissement immobilier, on peut avoir des conditions suspensives qui sont liées au taux de financement. En gros, on sait que le financement ne va pas être réalisé au moment de la signature du contrat. Donc, on conditionne l'exécution du contrat, la mise en œuvre du contrat, son entrée en force à la réalisation d'une condition suspensive qui est liée au financement. Donc, on espère obtenir un taux de financement, en tout cas des conditions de financement qui sont en ligne avec ce qui était prévu dans le business plan. Ça, c'est la première solution. L'autre solution qui est assez classique aussi, c'est d'indexer partiellement le prix du PPA à des conditions de financement. Donc, si les taux d'emprunt augmentent, si le coût de la dette augmente, à ce moment-là, le prix va varier. Et inversement, si ça baisse par rapport au moment où on a convenu le contrat, ça peut faire varier le prix. Donc ça, c'est deux des solutions assez classiques. Il y en a probablement d'autres. En tout cas, c'est la façon dont on peut se protéger contre des chocs tels que ceux qu'Arnaud décrivait juste avant. Ou des hedges aussi financiers via des… Également, c'est pour ça que je n'étais pas exhaustif, mais effectivement, il y a aussi un des autres outils que tu connais probablement mieux que moi. Je ne travaille pas directement sur le financement, donc ça sera complété, j'imagine. Peut-être Julien peut intervenir. On peut prendre des outils de couverture sur les taux. Juste une question, est-ce que cette hausse des taux impacte véritablement la rentabilité de vos projets, étant donné que les PPA sont indexés sur l'inflation, étant donné que les prix de l'énergie sont beaucoup plus élevés maintenant? Est-ce que vous perdez beaucoup en rentabilité ou c'est relativement stable? Alors, là encore, je vais répondre de manière assez générale, mais tout dépend déjà de l'indexation qu'on a éventuellement à l'inflation. Et puis le deuxième, il y a un sous-entendu ou un préalable à cet élément-là, c'est que le prix du PPA serait indexé au marché de l'électricité. C'est-à-dire le marché de l'énergie augmente comme c'est le cas aujourd'hui et le prix du PPA, en tout cas le prix convenu entre les deux acheteurs et vendeurs, serait corrélé tout ou partie au marché de l'énergie. Ce qui signifierait d'ailleurs que le prix d'un PPA aujourd'hui aurait été multiplié par 5 à 10 si on corrélait au marché de l'énergie. Généralement, ce n'est pas le cas. Et ça fait partie complètement de notre promesse et de notre offre. Quand on va voir un acteur, une entreprise, on lui dit « Notre proposition, c'est de vous aider à sortir une partie de vos achats des marchés de l'énergie et d'éviter d'être exposé à de la volatilité. » Comme là, on vient de… C'est des choses dont on parlait depuis des années à des acheteurs. Ils nous disaient « Oui, c'est bien, très bien. » Là, ils l'ont vécu concrètement. Alors, voilà, c'est de la volatilité, c'est des marchés. Je veux dire, on n'a rien inventé. Le choc qu'on a vécu, personne ne l'avait anticipé. Je ne veux pas dire qu'on savait. On dit juste que c'était un outil de gestion de risque qu'on proposait. C'est un prix fixe, en tout cas décorrélé des marchés de l'électricité sur une durée longue. C'est un outil de gestion de risque. Là, le choc qu'on vient de vivre et ceux qu'on vivra dans l'avenir, parce qu'il y en aura d'autres, un PPA permet de l'amortir. Donc, là où nous, on a une problématique, c'est qu'on ne corrèle pas, en tout cas, plus généralement, on ne corrèle pas notre prix au marché de l'électricité, un prix fixe. Et l'indexation à l'inflation, ça dépend. Dans certains cas, oui. Dans d'autres cas, non. Après, on peut utiliser des outils de couverture, des swaps d'inflation, par exemple. On peut utiliser plein d'outils, mais ce n'est pas aussi directement corrélé à ces deux éléments. Ymouna. Alors oui, donc on va un petit peu passer sur la partie vraiment liée au
aux financeurs qui sont là, qui représentent un petit peu la partie financement, donc Santander et CCI. On voudrait un petit peu savoir comment les nouvelles réglementations de la finance durable ont impacté vos activités de financement de projets, donc à la fois en termes de capacité financière et de contraintes. Qui veut commencer? Alors, les nouvelles réglementations, notamment européennes, avant tout européennes, en fait, qui vont s'occuper de réguler et de mettre en place un cadre réglementaire européen pour les marchés financiers, vise avant tout à assurer la transparence, éviter ce qu'on reprochait avant aux banques, tout ce qui est greenwashing et marketing, faux marketing sur les prêts qui étaient faits à certains projets, et aussi inciter les banques, les fonds d'investissement, les assureurs à proposer à leurs investisseurs, à leurs clients finaux, d'investir dans les énergies renouvelables. Donc, vous avez différentes réglementations, différentes taxonomies, notamment la taxonomie verte que nous avons évoquée, qui vont permettre aux banques de vraiment catégoriser les investissements qui sont verts ou non verts, et ensuite de les communiquer, qui vont permettre notamment avec la réglementation SFDR, Sustainable Financing Disclosure Regulation, qui va permettre aux banques de classer, à tous les marchés financiers, de classer un produit financier en fonction de soit il n'a aucun impact sur l'environnement, positif, soit il promeut des objectifs de développement durable, mais concrètement, il n'y a pas d'impact concret sur l'environnement, soit véritablement, c'est un produit financier qui va encourager un objectif de développement durable. Et on a aussi vu, je crois, l'année dernière, une révision de MiFID II. MiFID II, c'est un peu le cadre principal réglementaire européen pour les marchés financiers, qui va inciter les banques, les prêteurs, les fonds d'investissement à proposer à leurs clients finaux des solutions en phase avec leurs objectifs de durabilité. Donc, concrètement, demander à un client dans une agence bancaire s'il veut, oui ou non, investir dans le renouvelable et lui proposer des solutions de placement adaptées. Donc, c'est plutôt positif. Il n'y a pas véritablement de contraintes qui sont liées à cela, c'est-à-dire des contraintes de reporting, de transparence pour les banques, mais qui vont dans le bon sens. D'accord. Donc, les banques sont prêtes d'une certaine façon à répondre à la demande qui devrait être accélérée. Oui, elles ont tout intérêt à le faire parce qu'il y a un fort appétit des banques pour ce type d'actifs, parce qu'il y a aussi beaucoup d'actifs qui rentrent sur le marché de plus en plus, notamment en Europe, qui est un peu en retard. Donc oui, les banques ont envie de se plier à ces règles, parce que derrière, elles peuvent se montrer et démontrer qu'elles sont actives sur ce segment. Merci. Merci. Alors nous, par rapport au financement, donc nous, la Chambre de commerce, on ne travaille pas sur les financements en tant que tels de la finance durable, mais plutôt aider les entreprises à obtenir des aides publiques. Après aussi des aides privées, parce qu'aussi on a tout un écosystème de partenaires bancaires avec lesquels on travaille depuis plusieurs années pour placer des dossiers, des demandes de dossiers, quel que soit, pas forcément que sur la transition écologique ou énergétique, où on arrive à trouver des banquiers pour les entreprises qui n'ont pas trouvé avec leurs propres banquiers. Donc, on aide beaucoup, surtout les petites entreprises et moyennes entreprises, à avoir des soutiens à leurs projets via nos partenaires bancaires. Et sinon, sur la partie, sur le sujet là ce qui nous occupe, qui est les énergies renouvelables, c'est qu'on a des aides publiques particulières pour financer la croissance. Et là, on voit clairement, par exemple, pour les aides régionales de la région de France, qui soient TPF ou PME, c'est des aides à la croissance pour développer, développement, c'est hors innovation, mais pour développer des actions de développement commercial, de changer de modèle de marché, aller à l'international, réinvestir de l'investissement. Donc, on voit clairement, parce qu'anciennement, la CCI était instructeur pour ces dispositifs par rapport à la région. Donc, on est toujours au courant de ce qui se passe. Et donc, du coup, on a de mieux en mieux d'entreprises à bien présenter leur dossier. Et là, clairement, depuis le deuxième semestre 2022 et début 2023,
Sachez que chaque année, il y a la mode, on a des secteurs qui sont à la mode pour les financements publics. Là, actuellement, c'est clairement tout ce qui est les industriels, donc la réindustrialisation, donc augmenter les capacités de production, la relocalisation pour avoir la souveraineté, comme veut notre président Macron. Et sinon, le deuxième volet, c'est tous les projets de transition écologique, énergétique, qui sont la priorité. Là, donc, par exemple, la région de France, sur un sujet spécifique qui est les PME, ils ont 40 millions à donner chaque année. Donc, il y a 200 lauréats par an. Donc là, il y a un jury aujourd'hui, justement. Donc, ils ont insisté, c'est les industries et la transition énergétique. Donc, il y a d'autres sujets. Voilà. Donc, parce qu'en fait, par exemple, PME, c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 250 000 euros pour financer un projet de 3 ans. Et c'est ouvert uniquement aux PME au sens communautaire, hein, donc pas aux ETI, etc. Mais que présenter un projet avec des différents axes, dans l'axe investissement, l'axe transition écologique, recrutement de cadres structurants. Donc on voit bien que les préoccupations sont la priorité. Et après, il y a aussi tous les outils de France 2030 avec tous les 10 axes stratégiques. Il y a l'axe ENR et donc il y a 3 ou 4 sujets qui sont des aides en subvention ou en avance récupérable, qui sont le démo TAS ou TAS PME ou l'investissement industriel. Qui aide les entreprises, donc les petites et moyennes entreprises, dans le cadre pour mettre en place des briques technologiques ou des services pour les PME, ou sinon des démonstrateurs pré-industriels pour les plus grosses PME. Donc, il y a soit pour les petites entreprises, c'est des budgets inférieurs à 1,5 million ou supérieurs à 1,5 million pour les grandes PME. Donc, après, il y a toutes des modalités, des projets jusqu'à 36 mois. Ça, c'est des dispositifs qui sont opérés par l'ADEME dans le cadre de France 2030, et nous, on accompagne à ces sujets-là. Après, il y a aussi d'autres sujets comme, par exemple, la fiscalité de l'innovation. Vous parlez d'éco-conception, on a le crédit d'impôt innovation qui finance aussi les projets d'éco-conception. Mais après, c'est que pour des petites entreprises, dans PME, et c'est plafonné à 80 000 euros si on met en place des nouveaux produits avec soit plus performants techniquement, ergonomie, ou sinon, de point de vue éco-conception. C'est un produit, on dépense moins d'énergie ou moins d'eau pour le produire. Ça peut donner lieu à des produits fiscaux qui sont, par exemple, comme le crédit d'impôt innovation. Très bien. Donc, beaucoup de dispositifs d'aide mis en place nous, par on est l'État. c'est plutôt pour les PME, ouais. Donc au sens, comment dire, PME au sens communautaire, donc moins de 250 personnes et moins de 50 millions de chiffre d'affaires ou 43 millions de bilan. D'accord. Après, il y a les dispositifs de France 2030 pour les ETI, mais beaucoup d'aides régionales publiques sont plutôt pour les PME. Très bien, donc ils savent à qui s'adresser. Donc la CCI les accompagne pour recevoir les bonnes aides et potentiellement les mettre en relation avec. Parce qu'on a aussi la CCI, c'est pas que le financement, on a beaucoup d'autres volets. Et on est aussi, bien sûr, on est opérateur pour l'ADEME dans le cadre de tous les sujets qu'on a actuellement, le bouclier tarifaire, etc. Donc l'ADEME, en fait, elle finance 50% de prestations à des spécialistes pour les entreprises, par exemple pour faire un diag énergétique, des C2, etc. Sachez que nous, on est opérateur pour l'ADEME sur différents sujets. C'est sûr que c'est des sujets qui sont tellement vastes, il y a tellement de... Enfin, il y a beaucoup de choses et c'est vrai que pour s'y retrouver, c'est difficile. Donc, c'est important d'avoir des supports comme la CCI qui aident à s'y retrouver. Développement durable, voilà. Dans toutes les CCI. Et merci de confirmer que c'est une priorité. Très bien. Alors, la future question, elle est liée justement donc au-delà des critères de rentabilité risque classique. Quels sont d'après vous les principaux critères qui permettraient à des futurs projets de maximiser leur probabilité d'être financés? Je peux évoquer les gros projets sur lesquels je travaille. Peut-être sur les plus petits projets, vous serez plus à même de répondre. Je travaille avant tout sur des projets de plus de 250 MW. En France, ce genre de projet se finance assez facilement. Vous avez un fort appétit des prêteurs pour ce type de projet qui sont développés par des gros développeurs
qui sont construits par des entreprises établies. Et vous avez aussi en France un maillage territorial bancaire, notamment les caisses d'épargne, caisses du Crédit Agricole, qui viennent qui viennent supporter ce type de projet très facilement. Néanmoins, et de manière peut-être plus générale, ce qu'on recherche de plus en plus pour faciliter un financement, pour aussi obtenir un financement plus compétitif, ça va être un labeling ESG, donc un label vert pour les prêts, pour éventuellement le projet, qui va permettre d'attirer encore plus de liquidités, d'attirer notamment des fonds d'investissement, des fonds de dette qui vont directement investir dans le projet, pour aussi attirer des acteurs du crowdfunding. Donc, vous avez des plateformes en ligne, notamment Enerfi, Plan de Police, qui vont se baser notamment sur ces labels pour proposer à des particuliers d'investir directement dans les projets. Vous avez aussi de plus en plus, je pense qu'il faut, sur ce type de projet, penser de plus en plus à diversifier les prêteurs, donc plus uniquement aller sur les banques, parler directement à des fonds, même des petits fonds qui vont chercher des petits projets, parler à la Banque européenne d'investissement, la BPI, qui ont des enveloppes assez considérables pour développer le renouvelable en France et en Europe, parler aux agences de crédit, export, import. Donc, vous avez de plus en plus d'acteurs qui sont tout à fait portés sur le financement et qui veulent être compétitifs. Donc, je pense que globalement, pour ce type de projet, en tout cas, c'est de plus en plus facile. Oui, merci. Et moi, par rapport à nos critères importants, classiques pour les aides publiques, parce que les aides publiques et même pour les banques, il y a les critères. Donc, soit il y a le caractère innovant, il y a la capacité financière, parce que quand on présente un projet, il faut avoir les reins solides. Parce qu'en fait, les dépenses publiques, ils interviennent au maximum à 45 à 50% d'un budget, d'un programme qu'on leur présente, Donc, à caractère innovant, la capacité financière. Après, il y a les impacts économiques, impacts sociaux. Donc, alors, ce qui est important, par exemple, nous, tous les outils, les aides publiques actuellement, régionales surtout, c'est qu'il faut qu'un projet soit créateur d'emplois en Île-de-France. Si dans le plan de développement sur 3 ans, il n'y a pas de création d'emplois au moins, un minimum, une, deux, mais voire plus on a de création d'emplois, plus le projet a de la chance d'être financé. Et après, l'impact énergétique et économique. Donc, c'est plutôt création d'emplois, comment dire, l'adéquation produit et marché, qui est quand même, il faut qu'il fasse du chiffre d'affaires, il faut qu'il fasse des sous, un projet. Et voilà. Et voici, alors là, les entreprises en difficulté, fonds propres négatifs ou fonds propres inférieurs à la moitié du capital social, ça, on peut rien faire. Donc, soit la région, les banques, les pays, ces entreprises, elles ne sont pas du tout aidées. Donc, il faut soit recapitaliser avant d'aller voir ces acteurs-là. Très bien. Avant-dernière question, du coup, pour Eran ou Charles. Comment concilier donc les intérêts des développeurs et des banques dans un contexte de hausse des taux récents? Alors, ce qu'on constate également, justement, sur le marché actuellement, c'est qu'il y a justement un impact sur cette relation développeur-prêteur et hausse du taux d'intérêt. Il y a un impact sur les financements de projets en cours et je le vois aussi sur les financements de projets futurs. Comme disent mes collègues anglais, on peut toujours prendre une war story. Nous sommes intervenus récemment sur un refinancement d'un portefeuille de près de 100 MW éolien solaire. En juillet, on a aligné 10 offres de la part de plusieurs banques de la place. On a comparé les taux et donc on s'est lancé dans la rédaction de la documentation, les rapports d'audit juridique, foncier, corporate et ainsi de suite. Donc tout était extrêmement décontracté côté développeur, côté emprunteur. Et puis tout d'un coup, là, de retour de Noël, les 2 banques qui avaient été sélectionnées nous ont dit écoutez, si on ne signe pas la documentation avant la mi-février, eh bien, il va y avoir une hausse significative du taux d'intérêt. Alors, bien évidemment, dans un premier temps, on a eu une phase de tension, puis après de compassion, et puis maintenant de collaboration, puisque sur un dossier en cours, voilà, une banque ne veut pas prendre le risque réputationnel aussi vis-à-vis d'un... L'idée d'une banque, c'est de faire une opération de financement avec un client, mais aussi d'en répéter plusieurs.
donc ne pas prendre le risque d'augmenter. Donc, ce qu'on a constaté, c'est que finalement, pour se mettre d'accord sur un contrat de crédit, d'habitude, il fallait 4-5 sessions, 3 ou 4 de négociations de contrat de crédit. Là, finalement, en une session, l'emprunteur voulait aller très vite puisqu'il craignait cette hausse significative des taux d'intérêt qui se profilait. Et en même temps, la banque qui, à titre commercial, voulait s'assurer justement de permettre tout cela. Il y a les points de crispation usuels ou qui sont un peu plus controversial, je dirais. Et bien finalement, la négociation a été beaucoup plus rapide. Voilà ce qu'on peut dire sur l'impact pour les opérations en cours. Un exemple concret et actuel. Et on peut également dire que pour les projets futurs, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a quand même une accélération au niveau du marché. Arnaud, tu avais partagé sur LinkedIn un post sur les opérations de M&A dans le secteur des énergies renouvelables qui allait crescendo, contrairement à certaines opérations M&A plus classiques. Ce qu'on constate, effectivement, c'est qu'il y a des portefeuilles éoliens, solaires ou autres qui sont mis en vente. Mon collègue côté Santander évoquait des projets de 250 MW et on constate qu'il y a un fort appétit. Mais ce que va faire l'entreprise, le développeur, le sponsor qui va se porter acquéreur justement de ces portefeuilles, eh bien, la hausse du taux d'intérêt, il va l'impacter justement dans le pricing, dans la valorisation de ce portefeuille. Voilà. Ça, c'est pour les projets futurs. On voit quand même qu'il y a un appétit dans le secteur offshore qui est extrêmement compétitif. On voit qu'il y a l'émergence de nouveaux projets dans des secteurs innovants. On a récemment, donc on a de nouveaux projets, mais aussi de nouveaux acteurs. On a une société israélienne qui nous a contactés pour investir en France dans le secteur du solaire flottant, qui est extrêmement innovant également. Et donc, on voit qu'il y a quand même un appétit côté banque. Également, l'idée d'une banque aussi, c'est de continuer à pouvoir prêter. Et voilà. Alors, il y a un certain attentisme, certains acquéreurs qui auraient acheté certains portefeuilles à 100%. Finalement, parfois, ils se retirent, mais il y a toujours d'autres acquéreurs potentiels. Donc voilà, c'est simple, c'est comme pour les particuliers. Quand vous achetiez un studio avec un taux d'intérêt en 2019 qui était inférieur à 1%, eh bien aujourd'hui, si vous empruntez à 2,80 ou 3,10 ou 3,50, eh bien, ce n'est pas la même. Donc, on est un peu plus vigilant, mais on va prendre en compte cela dans le pricing. Voilà. On voit également un dernier exemple que je donnais. On a une entreprise qui travaille dans le secteur des batteries électriques, qui construit une gigafactory immense, un projet à près de 2 milliards à Grenoble. Bien évidemment, il y avait un financement qui était en cours de négociation. La hausse du taux d'intérêt va être impactée, mais pour autant, on va quand même continuer à produire des batteries électriques et à vouloir mettre en place cette gigafactory. Voilà ce que je peux dire sur l'impact immédiat. Et aussi, évidemment, le rôle de l'avocat et des conseils techniques, c'est de permettre justement d'aller vite quand parfois il faut donner un petit coup d'accélération et aller plus vite pour évidemment éviter à notre client de subir une hausse significative. Voilà. Merci. Très bien. Alors, la dernière question de ce débat, je dirais même l'avant-dernière avant de clôturer, hein, elle est donc pour Arnaud sur la partie que tu représentes de fonds d'investissement étrangers. Comment les fonds de private equity internationaux déploient leurs capitaux sur les projets français et quelles sont les forces et faiblesses de ce marché? Donc, en fait, assez rapidement, comme on a un peu de retard, il y a énormément en fait, ce qu'on appelle de dry powder, donc de poudre sèche dans les fonds de private equity, ce qui fait qu'il y a une capacité à déployer des capitaux très importante en Europe. Donc, il n'y a pas vraiment de problème pour déployer les capitaux. En France, vous savez que les projets mettent beaucoup de temps à se développer, à arriver sur le marché. Donc, côté offre, on a peu d'offres en projets éoliens, solaires, ce qu'on regarde en France. Et en face de cette pénurie d'offres, on a pléthore d'acteurs prêts à acheter ces projets avec des valorisations extrêmement élevées. Nous, donc NTR, on est plutôt un acteur de l'éolien. On est confronté à d'autres fonds internationaux, à des utilities, à d'autres investisseurs, développeurs moins connus. Ce que l'on voit, c'est vraiment un emballement au niveau des valorisations qui n'ont pas encore baissé, malgré en effet des coûts de financement qui augmentent. On voit un peu un pivot récemment, mais on est vraiment sur une bataille quasiment européenne, voire mondiale, pour l'acquisition d'actifs de taille assez petite en France, on l'a vu, assez rare.
et donc avec des valorisations qui explosent. Le marché, quand même, s'est pas mal développé. En un mot, sans porter de jugement politique, le contexte de stabilité fiscale, notamment avec la fin de la taxe de la CVAE, donc récemment, et la stabilité fiscale depuis le premier quinquennat Macron, ont attiré beaucoup d'investisseurs internationaux et on voit vraiment énormément d'acteurs. Donc moi, on essaie de faire toujours des backward testing et comprendre pourquoi est-ce que les valos sont aussi élevés. Peut-être certains acteurs se couvrent sur les marchés pour éviter un coût de la dette trop élevé, surtout là quand on regarde sur 2022, c'est un peu moins le cas depuis quelques semaines sur 2023. Baisse des TRI, on n'y croit pas trop, puisque les TRI sont quand même très bas. On est autour de 5-6% sur 35-40 ans des fois en termes d'horizon d'investissement. Donc aller en dessous avec le risque d'exploitation d'une centrale éolienne, l'ONM, etc., vaut mieux aller sur de la dette italienne, c'est plus sûr. Donc, ce n'est pas un problème de TRI et c'est pour certains acteurs étrangers, on pense que c'est aussi un problème de compréhension du marché. Il y a beaucoup de poudre sèche, il n'y a pas forcément de bonnes due diligence qui sont faites. Il faut déployer des capitaux, il faut montrer que le fonds investit pour en monter un nouveau. Et derrière, on peut avoir des accidents industriels. Donc, ce n'est pas le cas d'Inter, on est très prudent et on laisse passer certaines opportunités qu'on trouve déraisonnables. Okay, merci pour juste une question là-dessus, parce que les fonds ont l'habitude d'arriver quand le projet tourne déjà et marche bien. Est-ce que la prochaine tendance, ce n'est pas d'aller sur du greenfield, du risque de construction, pour pouvoir toucher des projets qui ne sont pas encore levés et dégager ensuite la rentabilité? Tout à fait. Alors en fait, NTR, dans ses premiers fonds, a plutôt investi sur des projets opérationnels, donc du brownfield. C'est sécurisant. Nos actionnaires sont des fonds de pension, donc il faut délivrer un rendement à des retraités régulièrement sur un horizon très long, 20-30 ans. Sur le prochain fonds qu'on est en train de monter, qui va faire 600 millions d'euros, qu'on espère closer fin Q2 2023, on va faire en effet du dev et du greenfield, en effet, pour capter la prime de construction et arriver à prendre un peu plus de risques et à maintenir nos TRI, puisqu'en effet, les TRI ont quand même tendance à baisser structurellement, et ça pose quand même des questions derrière, puisque les TRI sont assez bas dans les ENR, et derrière, on a quand même des investisseurs qui pressent pour maintenir un certain taux de distribution de dividendes, de rentabilité sur le long terme. Donc, on ne peut pas non plus aller à des TRI très en dessous de 6% sur 35-40 ans, sinon ça remet en cause vraiment l'investissement en private equity, qui est quand même bloqué pendant 10 ans. Donc, il faut vraiment justifier de cette illiquidité avec une surrentabilité derrière. Alors, du coup, on va clôturer le débat puisqu'on est vraiment sur la fin de cet événement. Donc, je vais demander à chacun d'entre vous peut-être de partager un message clé que vous retenez de cette soirée. On va peut-être faire le tour en moins d'une minute. En moins d'une minute, évidemment, c'est possible. Oui, allez, Assia. Moi, je suis très agréablement ravie d'avoir participé et aussi de vous écouter, parce que nous, on n'est pas, moi, je ne suis pas acteur des ENR, mais on est plutôt facilitateur pour aider des entreprises à avoir des financements pour pouvoir mettre en place des projets ENR éventuels. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir à la Chambre de commerce pour qu'on puisse vous conseiller et vous aider à lever. On est plutôt dans des financements non dilutifs, hein, bien sûr, mais voilà, plutôt aide publique et fiscalité de l'innovation et de la recherche et de la croissance avec les dispositifs ADEME dans le cadre de France 2030. N'hésitez pas, je ne sais pas si on va nous donner une adresse pour qu'ils nous communiquent. On pourra le faire après, en effet. Ok, donc n'hésitez pas, on est un acteur de proximité de premier niveau. Julien ? Alors moi, je ne veux pas dire n'hésitez pas à venir nous voir parce qu'il faut venir avec un gros projet, mais ce que je peux vous dire, en tout cas sur l'aspect financier, sur l'aspect financement, en tout cas des énergies renouvelables, c'est qu'il y a un vrai mouvement très positif des banques, des acteurs financiers, des fonds d'investissement pour développer, investir dans ces énergies, dans des nouveaux projets, faciliter du coup la mise en place de nouveaux projets, voire des projets innovants, type éoliennes flottantes,
solaire flottant. Donc, c'est assez positif et ça se verra, je pense, à moyen terme. Je vais prendre la suite. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a plein de bonnes choses. Tout le monde a envie d'aller dans le bon sens. C'est juste la vitesse à laquelle on va y arriver. Et je pense qu'il va falloir surtout qu'on accélère parce que nous, on est prêts, on a besoin quand même, on est des industriels hein, à notre niveau, on a besoin d'investir dans des hommes, dans des machines, dans des usines. Et ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Donc, voilà, si on pouvait avoir un peu de visibilité de la part de tous. Ce que j'entends, c'est que personne n'a de problème à se financer. Nous, juste nos marges, elles chutent quand même beaucoup. Donc, à un moment donné, c'est l'EPC qui est un peu contraint. Alors, moi, le mot-clé à retenir, c'est quand même la confiance. Il y a eu l'inflation, il y a eu la hausse du prix des matières premières, il y a également la raréfaction du foncier disponible, hausse du taux d'intérêt. Je pense qu'il y a quand même une volonté d'avancer et le marché, malgré tout, s'accélère avec l'émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles technologies. Et il y a une volonté et une confiance dans le marché des énergies renouvelables en France que je note au quotidien. Voilà, donc confiance. Et venez nous voir également. Si j'avais un mot-clé, ce serait oser. Donc, je suis un peu autour de la table quelqu'un qui, c'est agriculteur, avoir fait une méta, avoir, je dirais, un peu un parallèle aussi, une station bio-GNV. On est la seule station portée par des agriculteurs aujourd'hui en France. On est petit, mais pour vous donner quand même un goût en octobre 2017, on vendait à peu près 17 000 kilos de biogaz pour les véhicules. Aujourd'hui, on est à plus de 100 tonnes mois de gaz vendus, avec des entreprises qui sont fières de venir chez nous chercher un gaz vert produit localement. Et je pense que c'est ça aussi peut-être la spécificité de la France par rapport à d'autres pays étrangers où on voit bien des entreprises, alors je vais parler dans l'agriculture, mais des grandes entreprises agricoles. En France, je ne crois pas que ça puisse voir le jour, parce que, je ne sais pas, on a quelque chose par rapport aux grands ou gros, on n'arrive pas à l'accepter. Par contre, des plus petits projets de territoire, avec du participatif, en incluant nos concitoyens, je suis convaincu que ça marchera. Donc, il faut oser. Laurent ? Alors, moi, je travaille beaucoup avec des entreprises, des consommateurs. Aujourd'hui, elles ont fait face à des chocs énormes, elles font face à des défis considérables. C'est vraiment un moment compliqué pour les entreprises de ce point de vue-là, sur le sourcing d'énergie. Moi, par contre, il y a une volonté de transformation, une volonté d'avancer, de prendre des engagements sur la transformation. On veut être un partenaire. Ça veut dire qu'on doit les accompagner sur ce défi-là. Ça veut dire que nous, on a des challenges à relever qui sont très forts dans les années qui viennent et on a cette volonté. Et je pense qu'on a des outils, peut-être pas suffisants. Ça pourrait aller plus vite, ça pourrait aller mieux, on pourrait avoir plus de souplesse. On a cette volonté d'accompagner les entreprises, d'accompagner le tissu économique dans cette transformation, de leur proposer des offres qui leur permettent de se transformer, d'aller vers une consommation plus verte, moins émettrice de CO2. Donc, moi, ce que je retiens, c'est ce challenge formidable auquel on doit faire face et auquel, j'espère, on va trouver les solutions pour y répondre. Merci. Charles, peut-être, si tu veux rajouter un mot. Puis Cyril, après. Du coup, très brièvement, puisque Eran a parlé déjà au nom de l'équipe, ce que je vois en parler d'accélération et de vitesse à laquelle on accélère, de l'impression que moi j'ai en parlant avec des développeurs qui viennent nous voir et qui nous font confiance, c'est aussi qu'ils sont confrontés à une multiplication de strates, de couches juridiques qui rendent le dispositif pas toujours forcément lisible, mais en même temps, on a des gens qui, confrontés à cette complexification, ont quand même envie de faire, envie de développer, envie de porter des projets. Nous, on est évidemment là pour les accompagner et on le fait avec passion et enthousiasme. Mais voilà, on a des gens en face de nous qui le sont aussi, qui sont passionnés et qui ont envie de porter des projets. Et c'est pour pousser un peu l'idée de oser. Continuons, nous, on sera là pour accompagner. Continuons et poussons pour que de nouveaux projets sortent de terre. Merci. Cyril, le mot de la fin, c'est pour toi. Merci. Je suis arrivé le dernier, c'est moi qui parle le dernier. Logique.
Non, j'avais envie de citer Hugo qui disait on n'arrête pas une idée dont l'heure est arrivée. On a pris là le prisme français, mais il faut savoir qu'à travers le monde, on est sur ces 5 dernières années sur 350 milliards, grosso modo, de dollars d'investissement dans les énergies renouvelables, qu'on investit plus dans les nouvelles capacités renouvelables que dans les capacités fossiles ou historiques. Donc voilà, c'est un mouvement qui a été enclenché. On ne va peut-être pas assez vite, on ne va pas assez vite de toute façon pour atteindre les objectifs climatiques qui ont été fixés par l'accord de Paris. Il n'en reste pas moins qu'on a là une nouvelle économie. Ce n'est pas une révolution industrielle, mais en tout cas, tout au niveau de la génération future, tout espoir à donner à ce type d'énergie renouvelable sur l'investissement, sur l'emploi. On n'en a pas parlé, mais rien qu'en France, si on atteint nos objectifs, il y a 100 000 emplois à créer dans le secteur des énergies renouvelables. Donc, voilà. Derrière, il faut, comme on l'a dit, confiance. Il y a des embûches. On va essayer de les passer et faire en sorte d'atteindre nos objectifs pour permettre cette transition énergétique nécessaire à nos enfants et à nos petits-enfants. Merci pour ce mot de la fin qui clôture ce débat aujourd'hui. Donc, merci à vous d'avoir partagé, d'être là et de passer ces messages positifs. Nous vous donnons rendez-vous le 22 mai 2023 pour une soirée élargie, cette fois-ci à l'international. Et donc, cette fois-ci, on aura des participants en présentiel et en distanciel avec des questions-réponses. Donc, si vous avez des questions-réponses dans le public, préparez-les pour cette fois-là. Et gardez-les jusqu'à mai. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Merci.